Bonjour et bienvenue dans cette session concernant les interventions impliquant des substances dangereuses. Nous allons ici voir la marche générale des opérations. L'objectif, c'est donc de mettre en musique tout ce que nous avons vu dans les séances précédentes et de pouvoir voir ensemble ce qui est attendu sur le terrain comme objectif. Alors, quelle est la différence entre ces deux images? Celle du dessus représente des équipes spécialisées, l'équipe ASMAT, l'équipe CMIC, et celle d'en bas représente une autopompe avec son personnel. Alors évidemment, ce qu'on attend d'une équipe et de l'autre est complètement différent, et ici l'objectif, c'est vraiment de voir, vous, dans une autopompe, quel est votre rôle dans le cadre d'une intervention impliquant des substances dangereuses. Alors, les différences entre le hazmat, donc les fonctions du hazmat et d'une autopompe, il y a des différences au niveau évidemment du matériel, des connaissances, mais aussi du personnel, du nombre de personnel surtout. Et donc les actions à mener, les attitudes à tenir sont complètement différentes. On n'attend pas la même chose d'une équipe spécialisée que d'une autopompe première sur place. Alors, tout d'abord, on va voir ensemble quel est l'équipement de l'autopompe qui va nous être utile dans le cadre de ce genre d'intervention. Alors, il y a donc dans les autopompes multifonctionnelles, il y a toute une série d'équipements qui est vouée à être utilisée spécialement pour le chimique. Alors, par là, j'entends 4 tenues type 3, donc 4 tenues chimiques pour protéger des liquides, du détergent, des ciseaux, des sacs plastiques pour pouvoir mettre les habits des victimes, des petits sachets plastiques pour pouvoir mettre leurs effets personnels éventuels, de la rubalise, donc ça c'est du spécial chimique. On a aussi les bandelettes pH qui vont se retrouver soit dans l'autopompe, soit dans un autre véhicule. Aussi AMU, ça se trouve en plus du véhicule hazmat, on en a dans tous les véhicules officiers. Et on va aussi utiliser de l'équipement classique de l'autopompe dans le cadre des interventions substances dangereuses. Par exemple, on va utiliser évidemment les appareils de détection, on va utiliser des tuyaux, des lances, on va utiliser de la pâte de colmatage, de l'absorbant s'il y en a, et on va évidemment utiliser les aéries et la caméra thermique. Alors, comment on va répartir les rôles? On l'a déjà vu. On va avoir l'équipe d'intervention, qui va être composée d'un binôme, l'équipe en stand-by et l'équipe de décontamination. Alors, quels sont les objectifs de l'autopompe? Les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, ça va être d'établir un périmètre, puis d'assurer une décontamination de base, de faire une reconnaissance, des sauvetages éventuels, on va voir dans quelles conditions, et enfin de pouvoir prendre quelques mesures de limitation. Alors, établir un périmètre, oui, ça dépend en fait du type de danger. Donc, si vous vous souvenez, en fonction de l'explosion ou en fonction d'un risque toxique, les distances ne sont pas les mêmes. Alors, donc si on n'a aucune autre donnée, quelles sont les distances à respecter pour l'explosion? Là, autour de l'origine, le principe c'est 500 mètres. Et pour ce qui est du toxique, c'est 50 mètres dans le sens du vent, 300 mètres en aval de l'incident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez arriver minimum à 50 mètres de l'incident. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait si c'est toxique et inflammable? Qu'est-ce qu'on respecte comme limitation, comme périmètre? Alors là, il va falloir choisir lequel plus est favorable, celui qui a le plus de chances de se produire, etc. Ça, c'est le rôle de l'officier, voire du CSD, de pouvoir dire quel danger on va privilégier pour le choix du périmètre. Alors, un petit rappel de la zone d'intervention. Donc, pour rappel, ici, vous avez donc l'incident, la source. On va donc s'arrêter minimum à 50 mètres, d'accord? Ça, c'est le strict minimum. On va considérer donc la zone sale, la zone entre l'incident et les 50 mètres, donc jusqu'à 50 mètres, ça sera la zone sale. On va la matérialiser, et ça, il ne faut pas oublier, la matérialiser par une rubalise, par un tuyau ou quelque chose comme ça.
Alors, donc on va se retrouver avec une équipe d'intervention dans la zone salle, en équipement adapté, soit une tenue chimique pour le risque toxique et corrosif, ou une tenue de feu si c'est un risque inflammable ou d'explosion. On va avoir l'équipe en stand-by qui va se tenir prête à l'entrée de la zone salle. On va placer un bac à matériel pour pouvoir, entre une reconnaissance ou l'autre, pouvoir garder le matériel à un endroit et pas devoir le décontaminer. Surtout qu'il y a certains appareils qui sont assez difficiles à décontaminer. L'équipe de décompta va se retrouver à la sortie de la zone salle avec une lance, prête à décontaminer les équipes qui ressortent. Et on va évidemment ne pas oublier de tirer une ligne d'assaut au cas où on aurait besoin de pouvoir faire un rideau d'eau, de pouvoir éteindre un début d'incendie ou quoi que ce soit de similaire. Alors, la décontamination de base, on l'a vu plus en détail dans une autre session. Donc, pour rappel, la décontamination de base, c'est vraiment penser à partir du moment où une équipe est engagée, penser à tirer un moyen en eau, à préparer un moyen en eau qui soit prêt pour, s'ils évacuent, de pouvoir les rincer très sommairement. Alors la reconnaissance, donc vous allez envoyer un binôme en reconnaissance. Quel est l'objectif de la reconnaissance? C'est de pouvoir donner plus d'informations aux équipes spécialisées. Donc qu'elles puissent déjà réfléchir à quel matériel embarquer, quelle protection éventuellement mettre, etc. Alors, pour la reconnaissance, tout d'abord, il va falloir choisir la tenue adéquate. Donc, en fonction du risque, évidemment, encore faut-il qu'il soit connu, mais en fonction du risque, on va choisir s'il faut une tenue chimique ou une tenue de feu. Si le risque est tout à fait inconnu, a priori, ça sera une tenue de feu avec un aéri et on changera si on se rend compte qu'on est face à un autre type de danger. Alors, est-ce qu'on est en zone ATEX ou pas? Est-ce qu'on a un risque inflammable? Si oui, évidemment, prenez les radios ATEX, laissez vos GSM, vos BIP, etc. dans le camion, voire en caserne. Et enfin, munissez-vous des appareils de mesure. Alors, les appareils de détection classiques peuvent être tout à fait utiles. N'oubliez pas des choses comme la caméra thermique, qui peut par exemple donner une indication sur une réaction qui se fera à l'intérieur d'un fût, des choses comme ça. Donc, la caméra thermique peut vous donner aussi, dans certains cas, le niveau dans des récipients. Ça peut toujours être utile, n'oubliez pas cette caméra. Alors, la reconnaissance, le principe c'est une reconnaissance pour une équipe non spécialisée, ça doit être rapide et à vue. Ça veut dire que le gradé doit toujours vous garder à vue, vous ne pouvez pas disparaître à un moment donné. Alors, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir donner le type de fuite. C'est de pouvoir dire si c'est un pipi de chat ou si c'est une cascade, pouvoir dire si ça se situe à 2 mètres de haut ou à 10 cm du sol, est-ce que c'est sur une canalisation horizontale, verticale, est-ce que c'est une rupture franche, est-ce que c'est un trou comme une pièce de monnaie, est-ce que c'est une section? Tout ça c'est important, pourquoi? Parce qu'en fonction des informations que vous allez donner aux équipes spécialisées, eux pourront faire appel à l'un ou l'autre matériel plus adéquat. Alors, ce qui est aussi important, c'est l'aspect. Par exemple, est-ce que c'est du liquide? Est-ce que c'est du gaz? Est-ce qu'on a les deux? Est-ce que c'est sous forme de jet? Est-ce que c'est une flaque? Donc tout ça, c'est très important à noter, à communiquer aux équipes spécialisées. Alors, une règle de base, c'est rester en dehors des zones fortement exposées. D'autant plus si vous êtes en tenue de feu, mais quand bien même vous seriez en tenue chimique, n'oubliez pas que votre tenue chimique ne vous protège pas de tout pendant une durée indéterminée. Alors, les règles de base sont les suivantes. On ne touche pas le produit. On ne rentre pas dans un nuage, évidemment. N'oubliez pas que les tenues qu'on a dans les autopompes sont des types 3, donc qui vont résister à toute une série de liquides, mais ne résistent pas au gaz. Donc, faites attention, ne rentrez pas dans des nuages de gaz. Voilà, vous n'êtes pas bien protégé. Alors, ne rentrez pas dans un espace confiné. Et évidemment, ne marchez pas dans les flaques, facile à dire, quand il pleut, c'est nettement plus compliqué. Alors, quand est-ce qu'on arrête la reconnaissance? On arrête la reconnaissance quand il y a beaucoup de victimes, quand il y a des victimes décédées. On arrête si, pour pouvoir aller voir plus loin, vous êtes obligé de traverser le produit. Et si c'est une énorme fuite, ça ne sert à rien. Si vous voyez la fuite à 50 mètres, ça ne sert à rien d'équiper un binôme pour aller voir plus près. Donc, il faut que votre reconnaissance elle puisse apporter des informations utiles. Alors, ce qu'on attend également de la première autopompe sur place, c'est d'effectuer des sauvetages.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un sauvetage dans le cadre d'une intervention qui implique des substances dangereuses? C'est quand la personne donne des signes de vie et est facilement accessible. Alors, par exemple, un accident avec un camion-citerne avec un produit très toxique, si le chauffeur est incarcéré, qui ne manifeste pas de signes de vie, etc., mais ça ne va pas être votre rôle d'aller le chercher. Vous risquez de vous mettre en danger également. Alors, le sauvetage, il se fait comment? Minimum à IRI, évidemment, pour tout le monde. On prend la cagoule de survie. Pour la victime, évidemment, si vous sortez un chauffeur d'un camion qui transporte une substance dangereuse, qui fuit, en sortant le camionneur de sa cabine, vous risquez de l'exposer au danger. Donc, n'oubliez pas de prendre la cagoule de survie. Le sauvetage prime sur le risque chimique. Donc, ça veut dire que si la personne est à vue et manifeste des signes de vie, il va falloir aller la sauver. On considère que le sauvetage prime sur le risque chimique. Donc, il va falloir considérer qu'éventuellement, les collègues qui seront allés chercher la victime pourraient être des victimes secondaires, pourraient être contaminés par le produit. Alors, on attend de vous aussi des mesures de limitation. Qu'est-ce que c'est des mesures de limitation? C'est éviter que la situation ne dégénère, limiter l'extension du sinistre. Alors pour ça, vous n'avez pas beaucoup de matériel à disposition et on n'attend pas de vous que vous bricoliez toutes sortes de choses. On attend de vous qu'avec ce que vous avez dans l'autopompe, vous soyez capable de faire toute une série de choses qu'on va voir jusqu'à maintenant et qui ne sont pas très compliquées. Alors par exemple, obturer ou colmater une fuite de gaz, une fuite d'un liquide ou quoi que ce soit, on peut avec des pinoches, attention à la compatibilité des pinoches, par exemple le bois, faites attention avec certains produits, mais voilà, on peut arrêter une fuite, boucher un trou de cette manière assez facilement. On a aussi à disposition la bande Denso, qui est une bande qui colle sur elle-même et qui permettrait éventuellement, si pas de diminuer un débit, d'arrêter complètement une fuite. Et enfin la pâte malléable, donc là aussi ça peut être utilisé pour boucher un trou. Alors si vous faites quelque chose et que vous réduisez un début de fuite, quand bien même vous n'arrivez pas à l'arrêter totalement, c'est toujours mieux que rien. C'est mieux si la fuite c'est un compte-gouttes plutôt qu'un jet de tuyau d'arrosage constant. Donc si vous avez fait quelque chose et que ce n'est pas à 100% efficace, laissez-le, c'est toujours mieux que rien. Alors là aussi, si vous avez un camion-citerne qui s'est renversé par exemple, pour éviter que ça n'aille plus loin, on peut faire une digue, on peut creuser un sillon, on peut creuser afin de récupérer ce liquide, empêcher qu'il se répande partout. Alors ça c'est bien beau quand on a de la terre. Si vous êtes sur de la route, un bon système D, c'est un tuyau de 70 rempli d'eau avec la lance au bout, et tout ça, ça va faire un boudin de rétention. Alors, colmater les égouts, parfois avec une simple bâche ou avec du sable au-dessus pour pouvoir colmater tout ça, ou tout autour, on va pouvoir empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, à savoir que certains produits qui pénétrent dans les égouts peuvent aller créer beaucoup de dégâts beaucoup plus loin, donc c'est très important d'y penser directement. Il y a aussi des espèces de tapis autocollants qu'on retrouve dans certaines autopompes et qui permettent de venir vraiment se plaquer contre les égouts, qui est très efficace. Alors, on peut aussi, si vous avez une flaque qui s'évapore, vous pouvez tenter de limiter cette évaporation. N'oubliez pas que ce qui est inflammable, ce n'est pas le liquide, c'est le liquide qui s'évapore, c'est le gaz qui est formé à sa surface. Donc si vous limitez l'évaporation, vous limitez les risques. Vous limitez les risques d'inflammabilité et de toxicité en fonction du risque que présente la substance. Alors ça peut se faire avec quoi? Avec une bâche par exemple. Attention quand même aux incompatibilités. Ça peut se faire avec du produit absorbant. Ça peut aussi se faire avec un tapis de mousse par exemple. Donc on a plusieurs manières assez faciles de limiter de l'évaporation. Attention toujours aux incompatibilités éventuelles. Alors, on peut aussi, dans le cadre d'un dégagement gazeux, essayer d'empêcher son dégagement partout. Donc, pour ça, on va par exemple mettre des queues de paon et ça va faire une barrière physique. On va essayer de réduire ce qui va passer outre cette queue de paon. On peut même les doubler pour améliorer, pour augmenter l'efficacité. On peut aussi essayer de diluer le dégagement gazeux, donc ça veut dire, plutôt que là essayer de l'arrêter, on va essayer de faire en sorte que le plus vite possible,
soit il se retrouve dans l'atmosphère, ou soit grâce à l'eau, on arrive à le capter, et alors là on se retrouve avec une pollution liquide plutôt qu'un toxique gazeux qui se dégage. Alors, si on a quelque chose qui n'est pas soluble dans l'eau, on va mettre 2 rideaux d'eau en parallèle, et le but c'est de créer de la turbulence, c'est de faire en sorte que le plus vite possible, le gaz se dilue dans l'atmosphère. Si maintenant on a quelque chose de soluble dans l'eau, on peut mettre 2 rideaux d'eau plutôt en V comme ça, et le but ça va vraiment être de capter le gaz dans l'eau. Alors, on parle aussi beaucoup de neutralisation. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralisation? Le principe, c'est que, par exemple, un acide, on peut le neutraliser avec une base et inversement. Alors, tout ça, c'est très beau en théorie. Le problème, c'est qu'en pratique, quand on fait ça, on va dégager beaucoup de chaleur, on va dégager des produits de réaction qu'on ne connaît parfois pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas toujours quels sont les produits en cause, donc c'est excessivement dangereux de faire ça. On ne fait jamais ça non plus dans des contenants, donc on ne fait jamais ça dans des citernes, on ne fait jamais ça dans des camions, citernes, etc. Donc un conseil, ne jouez pas à l'apprenti chimiste. On a des risques non négligeables qui sont la production de chaleur, la rupture du contenant, un dégagement de produits toxiques éventuels. Vous pourriez faire pire que mieux. Donc cette solution-là, on l'oublie. Merci pour votre attention.